Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un webinaire sur la répartition de charges Internet multi-WAN. Alors, nos invités côté Vanguarden, je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour à tous, François Petit, Vanguarden, et pour ma part, je suis Édouard Bonnet, Vanguarden. J'interviens plus particulièrement sur les aspects techniques. Voilà, et Monsieur Petit, plus sur les aspects commerciaux, administratifs et techniques. Oui, tout à fait. Bon. Un petit peu de technique, mais pas trop. Notre invité complémentaire qui pourra faire un témoignage sur son bonheur d'être client Vanguarden, Anthony, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, donc Anthony Dumont. Je suis responsable informatique au lycée collège Notre-Dame à Guingamp. Voilà. Donc effectivement, depuis quelques années, donc, on utilise la solution Vanguarden. On en est très satisfait parce que ça fonctionne très bien. Donc on va vous expliquer un peu le fonctionnement de tout ça. Très bien. Hein. Donc l'idée de ce webinaire, c'est évidemment de parler un petit peu technique, mais en simplifiant le propos, parce qu'il est quand même relativement complexe, et surtout d'expliquer à ceux qui ne maîtrisent pas les aspects techniques qu'il y a des solutions comme celle-ci qui permettent d'améliorer un débit Internet en ajoutant, je ne sais pas si le terme est exact, mais Edouard saura me reprendre, en ajoutant plusieurs arrivées Internet de différentes topologies et de différents fournisseurs pour avoir un débit plus important à l'arrivée et donc plus confortable pour l'utilisateur final. Donc c'est bien ça l'idée. Hein. On présente le programme à venir de cette grosse demi-heure hein, sur la deuxième diapo. Messieurs, côté Vanguarden. Alors, écoutez, je vais lancer un petit peu la présentation. D'abord, merci à Patrick Royer, merci à Netec de nous permettre de participer à ce webinaire, au cours duquel le sujet qu'on va évoquer est une difficulté qui est récurrente et assez commune à de très nombreux établissements scolaires, en Bretagne, mais dans la France entière en général. Cette difficulté, c'est d'arriver à concilier une croissance des usages d'Internet dans les établissements et une relative pénurie ou difficulté d'accès à la bande passante qui correspondrait à l'optimal à ces usages. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte et une solution que l'on a identifiée comme étant raisonnable d'un point de vue technique et budgétaire et efficace afin de répondre à cette difficulté. Très bien, j'aime bien le terme raisonnable. Okay. Et donc je parlais d'usage en forte croissance. Il faut savoir que c'est un phénomène mondial. Le trafic connaît une croissance absolument spectaculaire depuis ces 5 dernières années. Très bien. Croissance des contenus hébergés, notamment des contenus vidéo et des contenus médias riches en général. Une multiplication des plateformes qui hébergent ces contenus et qui sont consultés de plus en plus régulièrement, de plus en plus intensément par un nombre d'utilisateurs de plus en plus grand, de mieux en mieux équipés. Dans un contexte scolaire, ça se traduit par la mise à disposition de tablettes à des élèves de plus en plus jeunes. Il est courant aujourd'hui de voir que des classes entières sont équipées de tablettes connectées dès la classe de 5e, voire de 6e. Ça n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Ça signifie de nombreuses plateformes comme et d'autres dans le monde scolaire, mais c'est un phénomène qui est mondial et qui touche aussi bien les utilisateurs résidentiels, professionnels et scolaires. Okay. Il n'y a à ce jour pas de limite connue à cette croissance. Les perspectives sont absolument impressionnantes et les taux d'équipement ne cessent de croître. Donc ça n'est pas prêt de s'arrêter. On parle d'insuffisance de ressources parce qu'évidemment la bande passante disponible et la qualité de connexion ne suit pas forcément ces évolutions de manière homogène sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des utilisateurs. Les débits sont relativement faibles en France comparé à nos voisins européens et le temps de compenser par la mise en place d'infrastructures nouvelles et plus performantes ça risque de durer un petit peu longtemps. Et pendant ce temps-là, il va falloir essayer de trouver des solutions pratiques, voire intelligentes, pour faire face à cette évolution. Voilà, c'est ça, c'est exactement le contexte de ce webinaire. Hein. Voilà. Alors, donc on va regarder ensemble quelles sont les solutions possibles. Parmi les solutions possibles,
quelles sont les solutions raisonnables. Il nous semble que le multi-one que l'on va vous exposer répond à ces différentes contraintes et à ces objectifs, et nous allons par la suite évoquer de manière un petit peu plus pratique la manière dont ça se met en place, la manière dont ça s'administre, et la manière dont on a, avec Anthony Dumont à Guingamp précisément, fait une mise en place qui est, j'allais dire, un petit peu exemplaire. Au plan de ce webinaire aujourd'hui, on voit un petit peu le contexte, les objectifs bien sûr, quels sont les requis, recommandations, les options de mise en place, il y a différents scénarios possibles, et enfin on termine sur un aspect un peu plus technique concernant le multi-one. Voilà. Donc si on passe au contexte, ce qu'indiquait en introduction Monsieur Petit, on a des usages en forte croissance, un doublement du trafic. Vous voulez continuer, Monsieur Petit? Oui. Donc je vais. Alors oui, donc des usages en forte croissance, une insuffisance de ressources qui risque de se prolonger un certain temps. Et l'obligation de faire face à ces usages nouveaux en trouvant des solutions qui n'étaient pas habituellement déployées dans le secteur de l'éducation, mais qui sont des solutions robustes et industrielles, telles que la répartition de charges sur une multitude de connexions Internet. Parmi les solutions... Pardon. Oui, alors on a des débits moyens qui sont relativement faibles en moyenne. Alors une zone de couverture qui est certes plus étendue et qui permet de toucher des zones rurales notamment qui sont très mal desservies en matière de connectivité Internet. On a presque un quart des connexions qui ont des débits inférieurs à 4 mégas, ce qui est très très insuffisant si on se place dans la perspective. C'est une particularité française quand vous dites ce sont des débits moyens faibles en France, ça veut dire que les autres pays européens sont mieux desservis? C'est une particularité française. C'est une particularité française. Si on compare la France à des pays, j'allais dire, de développement équivalent, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, en revanche, beaucoup de ces pays affichent des débits moyens plus élevés parce que leurs taux de couverture en zone rurale sont également plus faibles. Donc on établit des moyennes sur des zones urbaines qui sont bien couvertes. Les zones urbaines et les périphéries des grandes métropoles en France sont globalement assez bien desservies par la fibre. C'est beaucoup moins le cas quand on est un petit peu plus éloigné, et on a un contexte qui est très très hétérogène en France. Et à ce titre, on constate que beaucoup de zones ont des accès Internet et donc permettent à la France d'afficher une zone de couverture élevée, mais ces accès Internet ne permettent en réalité qu'une connexion résidentielle modeste avec de la consultation de médias en ligne assez restreinte. D'accord. Voilà pour la réalité française. Okay. Lorsqu'on multiplie... Alors, parmi les solutions envisageables, face à une pénurie, on n'a pas 36 solutions. Soit on rationne, soit on développe ces infrastructures, ou soit on fait avec et on essaye d'exploiter au mieux l'existant. On est parti, nous, sur cette troisième option. La restriction des usages consisterait à instaurer des règles de priorité en fonction des utilisateurs, en fonction de certains horaires, de bloquer certains contenus parce qu'ils sont trop consommateurs de bande passante. Ça fonctionne jusqu'à une certaine limite. Le développement des infrastructures, soit il faut compter sur les efforts, j'allais dire, des régions et des entités administratives nationales ou intermédiaires, soit financer l'arrivée de sa propre fibre, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, pose des problèmes de budget et risque de prendre pas mal de temps. L'existant, c'est ce qui existe dans l'établissement et c'est ce qui est accessible facilement à des budgets raisonnables à cet établissement. Alors aujourd'hui, on a des connexions Internet en France sur une tarification grand public qui sont très accessibles et elles sont disponibles à peu près partout. C'est ça qu'il faut exploiter et il faut réussir à le faire dans des conditions techniques optimales. Il y a deux solutions aujourd'hui qui se présentent pour mutualiser un nombre de liens plus important que la connexion principale. Soit on fait de l'agrégation. Donc de l'agrégation, ça consiste à prendre plusieurs liens Internet et de le transformer en un seul lien Internet. C'est assez compliqué techniquement, donc ça demande une administration assez pointue. Et les équipements et les logiciels qui permettent de faire ça sont en général assez coûteux. C'est réservé plutôt à des entreprises qui ont des besoins assez particuliers.
Ce qu'on appelle le multi-WAN, lui, est beaucoup plus simple dans sa mise en œuvre, on ne nécessite pas une administration complexe et s'appuie sur des modèles budgétaires qui sont tout à fait raisonnables, puisqu'on va empiler des connexions Internet sur la base des tarifs grand public, et on va faire un petit peu notre cuisine avec tout ça, avec des équipements qui sont très très accessibles. D'accord. On rappelle les objectifs, on l'a bien compris, c'est bien l'objet principal, c'est d'améliorer les connexions Internet au sein de l'établissement, afin que l'usage qui aujourd'hui est partout, il n'y a plus de matière informatique proprement dit, le numérique est utilisé comme un outil courant dans toutes les matières enseignées. Favoriser donc des temps de chargement plus courts au niveau de l'affichage web, se prémunir des coupures internet, hein, et donc ajouter de la bande passante. Voilà. Donc pour mémoire, multi-WAN, pourquoi on appelle ça multi-WAN? WAN, ça veut dire Wide Area Network, donc c'est un réseau étendu par opposition à un réseau local, donc Internet est un WAN, c'est le nom technique d'Internet si vous voulez. Donc multi, il y en a plusieurs, ça veut dire plusieurs connexions Internet. Donc plusieurs connexions Internet, comme l'a rappelé Patrick Royer, on va augmenter la bande passante mathématiquement, puisqu'on va empiler des connexions qui apportent chacune de la bande passante, mais on va également, par ce biais, se prémunir d'un certain nombre de risques techniques, de défaillances, de dégradation de qualité de service d'une ligne, en reportant le trafic sur les autres qui, elles, seraient en meilleur état. Donc on va poursuivre avec le multi-WAN deux objectifs en parallèle, qui est en premier lieu augmenter la bande passante, augmenter le débit, ce qui permet d'accéder à plus de contenu, à plus de monde d'accéder à plus de contenu, et on va faire de la répartition de risques. On ne sera plus totalement sujet à la défaillance de tel ou tel opérateur en faisant cela. Donc on va améliorer la continuité de service et la continuité d'accès à Internet pour tous les utilisateurs. Donc en matière de conseil de mise en place, j'allais dire que c'est des règles de bon sens, à savoir que en matière de répartition du risque, le but c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si on peut. On va essayer donc de répartir les connexions entre plusieurs fournisseurs différents, voire entre plusieurs technologies d'accès à Internet différents, afin que des éventuelles pannes qui affecteraient tel opérateur ou tel type de ligne ne viennent pas affecter toute la connexion Internet de l'établissement. Ça, c'est pour des conseils d'ordre généraux. Après, il faut faire avec ce qu'on a. On a certains utilisateurs qui vont dupliquer deux lignes Orange parce que seul Orange fournit une connexion Internet là où il se trouve. Si on peut faire un petit peu mieux que ça et répartir sur plusieurs opérateurs, à ce moment-là, c'est toujours mieux de gérer son risque de la sorte, son risque technique. Très bien. Pour les alors, une fois qu'on décide de partir sur du multi-WAN, on va avoir plusieurs options de mise en place. On peut avoir plusieurs approches et j'allais dire que chacun sera dans une situation qui lui est propre. On peut passer peut-être au slide suivant où on va opter soit pour une approche de liaison principale et liaison de secours en redondance, soit exploiter pleinement le potentiel du multi-WAN en définissant des paramètres de répartition de la charge. On a tendance, nous, à plutôt recommander la deuxième option, qui est le partage de charge, puisque ça nous permettra, ou ça permettra à tous les utilisateurs de profiter de l'ensemble des connexions et pas d'une seule, en attendant qu'elle tombe en panne et soit remplacée par la seconde. Voilà, donc c'est ce qu'on voit au travers du très joli schéma qui nous explique bien ce qu'est la redondance, hein. Un lien principal qui est utilisé à 100%, avec un lien secondaire qui prend la main uniquement en cas de défaillance. Voilà. C'est ça. Alors, sachant que l'option de partage de charge n'est pas exclusive de la redondance, c'est-à-dire que si dans le contexte de partage de charge, on a donc, sur le petit carré de droite, on a un des liens qui tombe parce que le fournisseur d'accès rencontre problème technique, oui. À ce moment-là, l'intégralité de la charge va se reporter sur à 50%. Ce qui nous amène à la réflexion autour de l'architecture multi-WAN et comment on va penser la mise en place du multi-WAN.
pour qu'il soit efficace et pour qu'il réponde au mieux aux attentes des utilisateurs. Donc en termes d'architecture, bon là c'est un diagramme un petit peu générique. On va avoir en haut de ce schéma l'ensemble des lignes. Alors on a pris un exemple avec 6 lignes Internet. Tout le monde n'en a pas 6. Certains peuvent en avoir 8 ou 10, beaucoup en ont 2 ou 3. Donc on a pris cet exemple où on a une multiplication des lignes, des technologies sur lesquelles on va s'appuyer pour faire transiter le flux Internet. Et puis vous avez sur la partie inférieure les différents utilisateurs ou les différents devices à travers lesquels les utilisateurs vont se connecter à Internet. Une fois qu'on a bien visualisé ça, on va établir nos scénarios de répartition de charges, c'est-à-dire qu'on va planifier en avance la manière dont les utilisateurs, en fonction de leur usage, de leur nature et des dispositifs qu'ils utilisent, vont se connecter à Internet. Donc c'est un scénario de répartition que l'on va définir, qui va apparaître sur la diapositive suivante. Ce scénario de répartition, eh bien, on va le configurer dans l'équipement de répartition de charge et on va définir en fonction du type de réseau, du type d'utilisateur, du type de contenu, comment la charge va de manière optimale transiter à travers ces différents fournisseurs d'accès. Voilà. Lorsque l'on fait ce scénario de répartition, Monsieur Pardon ? Ça veut dire que quand vous faites une mise en place de ce type-là dans un établissement, comme celui de Guingamp, vous faites en tout premier un audit technique pour évaluer la consommation des différents réseaux consommateurs ? Voilà, alors lorsqu'il y a la possibilité de le faire sur place, on va essayer dans la mesure du possible d'analyser la manière dont le trafic se répartit. Quels sont les usages, combien on a de tablettes, combien on a de connexions sur place, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées historiquement lors de l'utilisation d'Internet, pour essayer de mettre en place avec le référent informatique ou éventuellement le prestataire de services informatiques sur place qui peut être le sous-traitant de l'établissement, qui sera notre interlocuteur. Et on va essayer de créer un premier scénario de répartition et de mettre en place... Selon la consommation et selon la préférence que l'on veut appliquer, j'imagine, un réseau Wi-Fi invité, on ne le met pas forcément en prioritaire. Exactement, on ne le met pas forcément en prioritaire et selon les établissements, certains vont avoir des exigences très précises par rapport aux besoins de leur propre réseau administratif, d'établir des règles de priorité pour que les services administratifs puissent se connecter en permanence ou à certaines périodes sur certaines plateformes, que ce soit celle du ministère, ou d'autres contenus comptables, etc. Donc toutes ces règles, on va essayer de recueillir l'avis et les exigences des différents utilisateurs pour créer un scénario de répartition qui colle au mieux à cette demande d'utilisation, qui peut être tout à fait différente d'un établissement à l'autre en fonction de ses modalités d'organisation, de sa taille, du nombre de classes, du nombre de tablettes qui est disponible sur place et des besoins anticipés à l'avenir également. Très bien. Un scénario de panne, vous pouvez nous expliquer rapidement ? Alors, rapidement, je disais tout à l'heure que un des bénéfices attendus du multi-WAN, c'est de ne pas être dépendant d'une qualité de service qui se dégrade sur une ligne. Ça veut dire qu'on anticipe la possibilité qu'une ligne tombe lorsqu'on en a plusieurs et on va créer donc un scénario de panne, c'est-à-dire qu'on va dire si telle ou telle connexion tombe, le trafic qui habituellement passe sur cette connexion, on va le rebasculer sur telle autre connexion. Voilà, ça c'est un scénario de panne. On aura un service un petit peu dégradé, mais on va gérer les priorités d'usage, que le plus important continue d'être fluide et ensuite on va attendre que les pannes se résolvent. On va avoir des scénarios de panne critiques. Dans le scénario catastrophique où il n'y a plus aucune liaison en état. Alors là, c'est un exemple. Je disais en préambule qu'on essayait dans la mesure du possible de s'appuyer sur différentes technologies d'accès à Internet. Là, c'est le cas de figure où tout Internet tombe, il ne reste que l'Internet mobile à travers un point d'accès 4G
donc c'est notre liaison de secours, entre guillemets, le dernier recours. On aura, j'allais dire, le service minimum et la possibilité de continuer à téléphoner si on a de la voix sur IP, par exemple. Oui, et dans ce cas-là, en effet, cette liaison, peut-être que l'usage sur le parc pédagogique n'utilisera pas la liaison de secours. On va réserver cet accès uniquement à l'administratif pour au moins que la direction puisse être en communication avec l'extérieur. Exactement. Donc ce scénario de panne critique inclut notamment la hiérarchisation, j'allais dire, des besoins de connexion des différents utilisateurs. D'accord. Ok. Avant de passer à la suite, on n'entend pas Anthony Dumont de témoigner de son expérience heureuse. Voilà, alors moi je vais me mettre un petit peu en retrait maintenant, puisque sur ces aspects de configuration, je vais laisser la parole à mon collègue Édouard Bonnet, et c'est Édouard Bonnet qui a travaillé justement avec Anthony Dumont à la mise en place d'une solution de multi-WAN à Notre-Dame de Guingamp. Donc je vais pousser un petit peu. Donc, avant de voir l'aspect configuration, on donne la main à Anthony pour qu'il nous explique. Oui, très bien. C'est ce qu'on avait prévu. Ouais. Effectivement, ouais. Donc sur notre site, nous avons 3 liens VDSL. Nous avons deux liens Orange et un lien Free. Ce qui permet donc, en cas de problème sur les lignes Orange, on est toujours en version dégradée avec le lien Free. Voilà. En cas de souci, voilà, ça prend la relève, quoi. Et tout se fait automatiquement, quasiment. Je viens de te donner la main, Anthony, si tu veux présenter ton bureau. Ouais. De pouvoir le faire. Alors, ce qu'on avait prévu que tu nous montres, c'est le back-office. C'est-à-dire qu'une fois que tout ce paramétrage, cette analyse et cette installation est effectuée, toi au quotidien, en tant qu'administrateur, tu n'as pas forcément nécessité de mettre le doigt dans le paramétrage. Qu'est-ce que tu vois sur quelle interface tu vas fréquemment? C'est quoi? C'est le back-office vanguarden.com? C'est ça, voilà, c'est ça, ouais. Alors je ne sais pas si vous voyez ma... Non, voilà, si on y est. Ah oui, c'est bon. C'est oui, oui. Je retourne. Alors voilà en fait le tableau de bord du site Vanguarden. En tant qu'administrateur réseau, en fait, c'est la seule chose que vous allez avoir à faire en début d'année, surtout. Donc le paramétrage, dans notre cas, en fait, nous avons un proxy, donc, et puis un portail captif. Et donc, pour que le portail captif puisse fonctionner, nous devons donc intégrer donc, les noms d'utilisateurs et les mots de passe de chaque utilisateur, pour qu'ils puissent être authentifiés lors du lancement de la page Internet. D'accord. Donc ça, c'est quoi les mots de passe? Ce sont ceux du serveur Windows de ton AD? C'est ça, voilà. Je les récupère à partir du serveur AD, ouais. Ouais. Donc tu fais une extraction d'un fichier texte, tu l'importes dans... oui. Sur un des premiers onglets de configuration du service, c'est ça? Dans l'application, voilà. Okay. Ensuite, nous allons dans Global Directory, configurer. Les injects. Okay. Et en fait, nous pouvons créer donc soit manuellement, on va dire, mais on peut créer manuellement donc chaque utilisateur ou on peut les apporter en groupe. C'est très simple, en fait, il suffit de récupérer donc, dans un format TXT donc le nom, prénom et le mot de passe. D'accord. Ce qui veut dire que quand tu as un changement, bon, je ne sais pas combien d'élèves tu as sur ton collège et lycée, mais c'est vraiment un nombre assez important. Ouais. Tu as forcément des sorties d'élèves et des arrivées en cours d'année. Tu les ajoutes. Alors, en fait, je modifie que les nouveaux élèves. Tous ceux qui ont été créés en début d'année, je les laisse jusqu'à la rentrée suivante. Okay. Et pour les nouveaux arrivants en cours d'année? Et voilà, les nouveaux arrivants en cours d'année, je suis obligé de les rentrer manuellement un par un, quoi. Voilà, un par un. Ça te fait bon, pas un volume très conséquent. Non, voilà, c'est ça. Ça compte, il faut compter les deux, 3 premiers mois, puis après, voilà, après ça se calme. D'accord. Donc c'est vraiment pas une charge de travail importante, quoi. Très bien. Si on revient sur la partie reporting, donc là, ce qu'on voyait au travers des camemberts, c'était l'usage qui est fait sur ton réseau, et donc tu as une idée de qu'est-ce qui est par thème de blocage. Hein, c'est ça, par catégorie, ouais. Tu as une idée précise du type de blocage. Tu as un fonctionnement en liste blanche et en liste noire. Voilà, c'est un filtrage DNS qui est appliqué. Donc, par défaut, on peut choisir les différentes catégories. Et sinon, voilà, on peut effectivement mettre en liste blanche donc le nom de domaine autorisé, ou en liste noire les noms de domaine qui sont interdits.
D'accord. Donc manuellement, on les rentre dans cette fenêtre. Oui, Et par défaut, simplement en cliquant sur les différentes catégories, voilà, par exemple, on prend le cas des jeux de casino, il suffit de cocher ça, logiquement, toutes les pages internet concernant les jeux de casino sont bloquées par défaut, quoi. D'accord. Okay. Voilà. Ensuite, nous avons un autre onglet qui s'appelle Rapport, qui est un peu plus précis que ce qu'on a en page du tableau de bord, page d'accueil. On peut avoir en quelque sorte un visuel des différentes catégories qui ont été utilisées pendant les 7 derniers jours, par exemple, ou les 30 derniers jours. Très bien. Okay. Catégorie bloquée. Est-ce que tu es capable de savoir, donc toi, dans ton installation, tu es capable de savoir par rapport aux journaux, par rapport au fonctionnement du système, quel utilisateur a accédé à quoi en sachant que chez toi ils sont tous identifiés? Grâce justement à l'authentification du portail captif, oui. D'accord. J'ai moyen de remonter, savoir qui a été sur cette page à l'heure précise, quoi. Ok. D'accord. Et c'est quelque chose comment dire, que vous utilisez en lien avec j'imagine, le CPE dans l'établissement? Non, 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 ça arrive très rarement, non. Ouais. Ça pourrait. Ça pourrait, voilà. Vraiment, en cas de gros problème. Tu es en capacité de pouvoir voilà, c'est ça. tracer un usage. Ok, très bien. Ok, bah écoute, merci de ce témoignage. Tu avais d'autres points à nous présenter? Si, une petite chose Oui. qui est intéressante justement concernant la page de blocage qui peut s'afficher lorsque l'utilisateur essaie d'aller par exemple sur le site Facebook. Voilà, c'est ça. C'est cet onglet-là qu'on peut personnaliser. Et, donc on voit une page après visualisation, voilà. Voilà ce que reçoit la page, reçoit l'utilisateur lorsqu'il essaie d'ouvrir une page interdite, on va dire. Voilà, donc là on peut y ajouter le logo de l'établissement, le contact, ton mail. Voilà. Et on peut également activer une petite zone où l'utilisateur peut demander, voilà, c'est ça, demande de vérification. Hein. C'est ça. Automatiquement, donc l'administrateur reçoit. Je demande aux gens de me donner la raison pour laquelle ils veulent aller sur ce site, et c'est moi qui juge après si c'est un site correct ou pas, quoi. Oui, tout à fait, parce que la solution est jamais parfaite à 100%, donc on peut non, voilà, ouais, c'est bloquer ça. un site qui a tout à fait un intérêt pédagogique. Ok. Bien, voilà. Je te remercie. On va reprendre le déroulé pour terminer sur la partie configuration technique du Multi-One avec Edouard Bonnet. Le temps que je me remette sur mon moniteur et je repasse ça sur la diffusion. C'est en train de charger. Vous me dites quand c'est bon. De mon côté, ça apparaît bien. Ok. Ouais, moi aussi. Je vous laisse commenter, monsieur Bonnet. Hein, vous me dites. Voilà. Alors, l'idée, c'est de faire un parcours très rapide. Hein. Le sujet peut être abordé de manière assez poussée et complexe, mais l'objectif, c'est vraiment de vous montrer que, moyennant quelques précautions, on peut faire des mises en place de configuration multi-one très efficaces, et ceci assez simplement. On va d'abord s'attarder à regarder ce qu'est une gateway. Alors, nous, on s'appuie sur le produit pfSense. C'est un routeur firewall. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un routeur? Un routeur, c'est un équipement qui va s'occuper de diriger le trafic vers la bonne route. Alors, le routeur pfSense, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit tout le trafic qui vient des élèves, des administratifs, et puis il va diriger le trafic vers Internet. Alors, quand il y a plusieurs connexions Internet, c'est à lui de réaliser la bonne orchestration de l'orientation de ce trafic. Et il va décider de quelle route est prise par chaque donnée qui sont transmises du réseau de l'établissement vers Internet. Très bien. Alors, une magnifique illustration. Je ne sais pas d'où vient cette photo. C'est pas en Bretagne, je crois pas. Hein. À Rennes, la rocade ne ressemble pas encore à ça. Mais ça va arriver dans quelques temps. Voilà, donc
Cette illustration, elle est là pour dire que on est sur un flux. Hein. Les données Internet, c'est des flux. C'est des flux au même sens que de l'eau dans un tuyau, que de l'air dans un instrument à vent. Et l'objectif va être d'utiliser au mieux les différents canaux dont on dispose. Alors, dans le produit pfSense, le vocabulaire, c'est gateway. Gateway, c'est un routeur. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir, on l'a vu sur les slides précédents, le routeur qui est au centre de tout, qui va dispatcher sur plusieurs box, alors les box des opérateurs. Hein. Le pfSense va être très configurable. Hein. On va pouvoir configurer pfSense en DHCP, en IP statique, en PPPoE, enfin le connecter à n'importe quelle box. Et puis, si on a des débits très différents, comme par exemple une ADSL ou une SDSL et à côté une fibre, on va pouvoir assigner des poids pour basculer plus de trafic, par exemple, sur la fibre que sur la SDSL. Qu'est-ce qu'on va faire en parallèle? Pour s'assurer que chaque connexion Internet fonctionne bien, on va les monitorer. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur quelques éléments techniques. On va regarder si Internet est joignable, combien de temps on met pour joindre Internet, et est-ce que, pour rejoindre Internet, on perd à tout hasard quelques paquets de données. Donc, une fois qu'on a configuré les différents routeurs sur les différentes box opérateurs, pardon, sur le routeur pfSense, on va pouvoir avancer et mettre en place progressivement la répartition de charge. Alors, on va faire attention à quelques points. Notamment, il ne faut pas qu'il y ait des réseaux identiques qui soient connectés au même routeur. Sur des connexions DSL, donc ADSL, VDSL, on peut avoir des temps de latence élevés, mais ça fonctionne bien quand même. Sur le câble, ça ne fonctionne pas. Les temps de latence élevés, en général, les utilisateurs se plaignent. Par contre, on peut avoir des pertes de paquets élevés, c'est pas très gênant. Et on mettra une attention particulière sur la gestion des DNS, particulièrement s'il y a des DNS externes, comme ceux de OneGarden par exemple, pour orienter les requêtes vers des DNS qui sont autorisés à traiter les requêtes. Donc, par exemple, il ne faut pas utiliser les serveurs DNS d'Orange si on passe par ligne free. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, alors une fois qu'on a défini ces gateways, on va définir des groupes de gateways et l'idée, ça va être de regrouper des flux pour augmenter la taille des tuyaux Internet. Donc là, on va pouvoir créer plusieurs flux. On l'a vu tout à l'heure hein, dans les exemples de mise en place. On avait un flux, un groupe pour la partie pédagogique et un autre groupe pour la partie administrative. Concrètement, au niveau de pfSense, ces groupes de gateway, ça va être un ensemble de connexions Internet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a sur l'illustration, qui est une copie d'écran du statut pfSense, deux groupes de gateway. Il y en a un qui s'appelle All, qui reprend l'ensemble des connexions Internet disponibles, où on voit que certaines connexions ont des problèmes. Il y en a une qui n'est pas branchée, il y en a une autre qui est éteinte, il y en a une qui a des temps de latence élevés. Selon ces indications-là, pfSense va décider de sortir la connexion Internet défaillante pour que les utilisateurs n'aient pas des requêtes qui passent à travers des connexions non fonctionnelles. On voit là on a deux groupes. On a un groupe qui utilise toutes les connexions et puis un autre groupe qui s'appelle Multilan Wi-Fi qui va permettre qui va être appliqué à la population Wi-Fi, mais qui ne va pas utiliser toutes les lignes Internet. Donc on peut pleinement configurer ces groupes de passerelles, ces tuyaux groupés en fait, qui permettent d'avoir plus de débit pour chaque population. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a du multi-WAN en place. Il reste plus qu'à tester. On recommande nous de tester avec nperf parce que c'est un outil qui permet particulièrement bien de voir les augmentations de bande passante. Donc typiquement, on a une ADSL à 10 mégas, une fibre à 50 mégas. Quand on va faire un test de bande passante avec nperf, on va bien voir qu'on a 60 mégas de débit utile.
NPR, c'est un outil technique ou c'est un service en ligne Alors c'est un service en ligne, en fait, c'est des tests de débit et des tests de bande passante sur Internet. Il y a énormément de sites qui proposent ce genre de tests et NPR est un des outils les plus utilisés. Donc on va retrouver sur un assez grand nombre de sites, notamment des groupes tests, mais on peut aller directement, on peut faire une recherche NPR directement sur Google pour tomber sur ces sites de tests de bande passante. D'accord, des groupes tests utilisent en fait le service technique. Le service NPR, tout à fait. Et OneGarden va prochainement héberger un service NPR pour lesquels on communiquera, on enverra des liens. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ok, très bien. Autre chose à dire sur ces tests multi-one? Non, c'est bon. Rien de particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a mis en place le multi-one, il peut y avoir des pannes de connexion Internet et on peut ne pas s'en rendre compte. Parce que le système fonctionne suffisamment bien pour que lorsqu'une ligne tombe en panne, on n'en ait pas conscience en tant qu'utilisateur du réseau Internet. Alors quand on n'a qu'une seule connexion Internet, on sait immédiatement quand elle tombe en panne. À partir du moment où on en a plusieurs, il est judicieux, mais même nécessaire, de configurer des notifications pour être alerté lorsque l'une des connexions Internet, ou plusieurs, sont en panne. Voilà, en gros, sur cette partie multi-one, donc on va globalement configurer nos passerelles vers les box, nos groupes qui vont permettre d'augmenter la bande passante pour chaque population. Et après, on va vérifier la mise en place par des tests et mettre en place des notifications pour être alerté lorsqu'il y a des pannes, puisqu'on ne s'en rend pas forcément compte naturellement. Très bien. Avant de conclure cette session, il y a eu quelques échanges entre Monsieur Guillois et Anthony concernant le débit. Anthony, si tu veux prendre la parole, on te questionnait sur quoi exactement? En fait, oui, Monsieur Guillois nous demandait si le multi-one était lié au filtrage OneGarden en local. Donc effectivement, en local, en fait, on possède un routeur qui est fourni, donc acheté chez OneGarden, et c'est ce routeur-là qui permet de faire le multi-one. Donc chez nous, en fait, nous avons 3 liens VDSL, donc comme ce que je disais tout à l'heure, on a 2 liens VDSL Orange et un autre Free. Et donc dans un proche avenir, logiquement, on devrait passer à la fibre optique. Mais je pense que... Pardon? Tout en gardant... Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tout en gardant... de toute façon, la fibre optique, ça sera chez Orange, et je pense que je vais garder quand même la connexion VDSL de Free en cas de pépin, justement, d'Orange, en secours. Okay, très bien. Donc au jour d'aujourd'hui, on a à peu près du 140 mégas à peu près en débit ADSL. Oui, soit un peu plus de 40 mégas par box. C'est ça. D'accord. Ok. Dernier point à ajouter, messieurs Bonnet et Petit, sur cette présentation, avant de se dire au revoir. À titre d'illustration, parce qu'on a parlé de routeurs, donc on a parlé d'équipement, on peut rappeler qu'il y avait un équipement qu'il fallait mettre sur place, sur lequel on va connecter les différentes lignes Internet. Oui. Physiquement, ça ressemble à ça, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ah oui, non. C'est un équipement de base qui permet de raccorder 2 lignes Internet. Donc c'est ce qu'on aurait si pour partir sur un début de solution multi-one. Et à titre d'exemple, celui-ci permettrait donc de mutualiser 3 lignes Internet. Alors il y en a d'autres qui font à peu près la même taille, qui peuvent monter à 6, 8, 10. Mais voilà de quoi on parle quand on parle de routeur multi-one, d'un point de vue physique et d'un point de vue... D'accord. Donc là, l'établissement, quand il fait appel à vos services, il achète ce matériel, il le loue, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs formules possibles. On peut avoir effectivement une vente de matériel d'un établissement qui souhaite faire l'acquisition d'un routeur multi-one, ou on peut l'intégrer dans une formule de service où nous allons assurer la maintenance, le support aux utilisateurs de la solution, et intégrer sous forme d'un abonnement annuel de service, on va inclure la mise à disposition sous forme de prêt d'un équipement de ce type qui correspondra au nombre de liens qu'on souhaite mutualiser. On peut éventuellement faire évoluer cet abonnement de service
et envoyer un matériel plus important si d'autres connexions Internet font leur apparition dans l'équipement, ou réduire 3 ADSL parce que la fibre vient d'arriver, et comme le rappelait Anthony, il est quand même bon d'avoir deux liaisons, une liaison au cas où la fibre, même si elle a un produit, connaîtrait des difficultés techniques. Okay. Donc voilà, on a les deux solutions qui sont proposées. Il y a une dernière question qui vous est posée, je ne sais pas si vous avez regardé dans le chat, par Monsieur Guillois, qui nous demande du 15 à 17 mégas par ligne VDSL, c'est jouable et raisonnable. Le jeu en vaut-il la chandelle? Oui, tout à fait. Le VDSL permet d'avoir d'assez bons débits, enfin de meilleurs débits en tout cas que l'ADSL. En mutualiser plusieurs, ça fait un saut qualitatif, j'allais dire, assez important de passer à 2, voire 3, voire 4 VDSL. Après, il faut regarder au niveau des usages dans l'établissement, quelle est la consommation habituelle, quels sont les problèmes qui ont été rencontrés. Et Edouard a quelques commentaires sur le sujet. Voilà, alors très précisément sur cette question, est-ce que ça vaut la peine de mettre plusieurs lignes? Oui, la réponse est oui. Et la réponse est très, enfin, l'explication est très simple. C'est que à partir du moment où on va avoir plusieurs lignes ensemble, on va éviter des effets de saturation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop d'utilisateurs qui consomment trop de la bande passante Internet? La ligne devient saturée et elle est quasiment inutilisable. Et dans ces conditions-là, lorsqu'on est en multi-WAN, la ligne qui est saturée va être écartée du groupe temporairement le temps qu'elle se libère un peu. Et du coup, les nouvelles connexions vont passer sur une ligne qui n'est pas saturée. Donc, il y a un incrément de confort pour les utilisateurs qui est très important lorsqu'on passe en multi-WAN, même si on a peu de débit. Et ça, c'est vrai aussi bien pour des lignes à 2 mégas qu'à 10, qu'à 20 ou 30 mégas, ou 50 ou 100 mégas. Ok, très bien. Bon, je pense que tout le monde va vouloir vous acheter du multi-one, ça y est. On est convaincu. Très bien. Pour conclure, un petit point sur les actualités Netec. On a un dernier webinaire sur l'outil OneNote avec Laurent Carlier de Microsoft qui est prévu, l'outil OneNote pour la classe. Enfin, on avait prévu de se retrouver, messieurs Bonnet et Petit. Il y a une erreur, je pense, sur ce qui est affiché. Le 23 mai, c'est aujourd'hui. On a prévu un autre webinaire sur la partie filtrage. J'ai plus la date en tête, c'est pas grave. On la retrouvera plus tard. Et enfin, on a un atelier en présentiel qui est programmé sur une actualité qui va être comment dire, présente dès cette semaine, vendredi, si je dis pas de bêtises, le 25 mai. Donc avec l'arrivée de l'activation du RGPD pour la protection des données. Donc on a prévu de se retrouver en présentiel le mercredi 13 juin au collège du Sacré-Cœur de Plouermel. Voilà. Sinon, ce webinaire, vous pouvez le retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube. Les contacts côté Vanguarden et Netec, vous les avez affichés donc sur cette dernière diapo. Et voilà, j'en ai terminé. On se dit au revoir, messieurs. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, À très bientôt. Merci Anthony, en avant Guingamp. Ouais. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.